Bonsoir Éric Amoureau. Bonsoir. Ancien colonel de gendarmerie, vous êtes spécialiste de la traque des criminels de guerre, je disais chasseur de génocidaires. Vous avez dirigé l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et votre livre que voici se lit comme un polar, voilà, La traque est mon métier, comme un polar, sauf que c'est bien du monde réel qu'il s'agit. Dans ce livre, vous vous posez cette question, finalement, qu'est-ce qui pousse un homme à commettre l'innommable? Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Disons que la réponse, elle est dans la faiblesse de l'être humain. C'est-à-dire qu'on a tous un certain nombre de difficultés, de faiblesses. Notre cerveau est notre meilleur ami, mais aussi notre meilleur ennemi. Et puis la plupart de ceux qui ont ce qu'on appelle les entrepreneurs identitaires sont dans une logique de vouloir mettre en place des génocides. Ils s'appuient sur ces faiblesses pour faire commettre l'innommable. Vous avez décrypté finalement le mécanisme, les points communs aussi entre ces criminels de guerre et vous décryptez ce qui les pousse à s'organiser, à commettre de tels massacres. Vous parlez finalement de leaders charismatiques, de contextes souvent économiques ou social très compliqués, et puis de personnes qui se laissent manipuler par des théories que vous qualifiez de fumeuses. C'est souvent ce qui se répète. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on a souvent un entrepreneur identitaire ou des entrepreneurs identitaires qui s'appuient sur en fait les corps intermédiaires qui peuvent être toutes les structures administratives, policières, armées, etc. Et puis la masse d'exécutants qui eux derrière vont passer à l'acte, avec bien souvent l'idée derrière de récupérer de l'argent ou pour ce qui était du Rwanda, une bête, ou, etc., etc. C'est la logique. Vous parlez du Rwanda, vous nous emmenez aussi en Bosnie, en Syrie dans votre livre. Mais finalement, ce que vous décrivez, est-ce que ça peut arriver partout? Est-ce que les démocraties aussi doivent être vigilantes? Ouais, je pense que les démocraties sont fragiles, elles doivent être vigilantes parce que avec tous les dérèglements de systèmes d'information que l'on peut connaître actuellement, avec le développement d'Internet, etc. Vous pensez aux fake news? Les fake news et justement ce que je disais, ce que j'expliquais auparavant, c'est que comme un certain nombre d'individus présentent un certain nombre de faiblesses, comme la soumission à l'obéissance, la conformité au groupe, tous les gens qui sont capables et qui ont bien réfléchi à ces mécaniques peuvent les utiliser et faire en sorte de transformer un homme ordinaire en un tueur ordinaire. Et ces fake news ou les réseaux Internet d'aujourd'hui démultiplient finalement ces capacités-là. C'est ça, c'est-à-dire qu'entre la radio des mille collines que l'on connaissait au Rwanda et ce qu'on connaît maintenant avec les réseaux sociaux, il y a un effet démultiplicateur incroyable et c'est là le danger. Alors dans le livre, on vous suit dans les traques que vous faites. Vous essayez de nous faire comprendre qui sont ces criminels de guerre et alors vous dites, c'est un type qui a mis la tenue de camouflage du bon citoyen et qui vit à l'angle de la rue près de chez soi. C'est au sens d'ailleurs propre du terme que vous l'utilisez. C'est ça, c'est qu'en fait la difficulté c'est que le criminel de guerre qui vient se cacher en France, évidemment il va essayer de rester sous le radar et il va se tenir on va dire dans le cadre de la loi, etc. Donc il faut que la difficulté c'est de le détecter avec tout un tas d'outils, de techniques. Donc c'est la raison pour laquelle on le place dans trois grands types d'environnements en fait, ce qu'on appelle l'environnement physique, donc ce que j'explique dans le livre. C'est pour ça que je prends le lecteur avec moi, je lui dis monte dans la voiture, on va faire telle filature. On vous suit dans les filatures, dans les planques pendant des jours et des jours, parfois des mois, l'accumulation très minutieuse d'archives, de photos, tout ça comme un voyage dans le passé, puisqu'il faut rappeler que ce sont des crimes qui ont souvent été commis il y a des dizaines et parfois des dizaines d'années, 20, 25 ans, et à des milliers de kilomètres. C'est la différence qu'il y a entre le métier que je faisais auparavant sur un homicide. Quand vous arrivez, vous avez une scène de crime, et après derrière, vous déroulez une méthode. Là, on est éloigné dans le temps et dans l'espace de la scène de crime, donc forcément, ça suppose la mise en œuvre de techniques beaucoup plus importantes. Une prise en compte d'un contexte, c'est-à-dire qu'il faut que l'enquêteur ou l'enquêtrice ait absolument assimilé le contexte géopolitique, diplomatique, historique. Comme j'explique dans le livre sur le Libéria, si vous enquêtez sur le Libéria, il va falloir revenir à la naissance du Libéria en 1822 et vous plonger dans
dans l'histoire. Oui, vous parlez de couteau suisse quand vous parlez des compétences que demande ce métier d'enquêteur de crimes de guerre. C'est ça, l'enquêteur ou l'enquêtrice est un couteau suisse et puis il doit être absolument créatif dans ses démarches. Ça veut dire quoi, créatif ? Ça veut dire être capable d'être en alerte en permanence, d'être en écoute de tous les podcasts géopolitiques qu'il peut y avoir pour pouvoir placer l'environnement et le contexte dans lequel il évolue. Le contexte est très important, le quotidien aussi, être en alerte tout le temps. Votre dernier fait d'armes, si je peux le dire comme ça, eh bien c'est l'arrestation de Félicien Kabuga. C'était il y a à peu près un an, financier du génocide Tutsi. Vous l'arrêtez à Asnières-sur-Seine. Grand-père tranquille, dites-vous. Il aura fallu plus de 25 ans de traque. Oui, avec des moyens assez importants mis en place par les Américains, dans un premier temps, mais aussi le mécanisme résiduel du tribunal pénal international pour le Rwanda. Donc, c'est quand même l'aboutissement d'une formidable traque, mais aussi de coopération internationale. Quand on a réalisé qu'effectivement, sa famille, notamment les relais téléphoniques, nous ramenaient systématiquement sur un relais sur Asnières-sur-Seine et que sur 365 jours, seulement 4 jours sur cette année-là n'avaient pas été couverts par un téléphone de la famille, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose d'intéressant à aller voir derrière. Et jusqu'à la fin d'ailleurs, vous dites, on n'est pas totalement sûr de le trouver. Non, parce que tant qu'on n'a pas effectivement mis la main dessus, on reste toujours très prudent. Quelles sont les méthodes utilisées pour la traque des criminels ? Là, on parle de dizaines d'années. Est-ce qu'elles ont évolué, elles aussi ? Oui, elles ont beaucoup évolué, parce qu'entre le génocide du Rwanda, par exemple, des années 90, ou les guerres des Balkans, et puis ce qu'on connaît maintenant, où les conflits sont énormément, on va dire, documentés, à la fois par Internet, par des vidéos, des photos, des textes, etc. Donc il y a une évolution considérable. Ça veut dire qu'il a fallu s'adapter à cette évolution et aller chercher dans le monde digital tout ce qu'on appelle les digital footprints, donc les traces de pas dans le monde digital des uns et des autres, pour ensuite remonter des éléments de preuve et les confronter aux témoignages que l'on pouvait avoir. Donc en fait, entre le Rwanda et la Syrie, si vous voulez, c'est deux mondes différents de Votre métier a largement évolué. En revanche, les témoignages que vous récoltez, ils sont toujours aussi stupéfiants ou aussi durs à entendre. Vous parlez de Leïla Bosniak qui a vu son fils et son mari emmenés pour toujours par les milices serbes, Désirée, la Rwandaise Tutsi, qui voit ses enfants découpés à la machette devant elle. Comment est-ce qu'on vit ce métier d'enquêteur ? Alors volontairement, j'ai pas voulu transformer les témoignages parce que je voulais que, en fait, le lecteur, comme nous, enquêteur, soit confronté à la réalité de l'être humain lorsqu'il présente la pire face de son inhumanité. Comment vous vivez avec ça ? En fait, vous disiez, je ne suis pas hantée par les victimes. C'est assez contre-intuitif quand on imagine, on projette votre métier. Oui, alors parce que en fait, on est quand même comme des chirurgiens, c'est-à-dire que notre objectif, c'est d'amener des éléments de preuve pour que les magistrats puissent ensuite derrière fonder leur acquisition. Le plus neutre. Donc on est technique et puis on avance dans le doute, c'est-à-dire qu'on travaille à charge et à décharge. Donc c'est ça qui finalement nous guide sur ce chemin qui est assez étroit, il faut bien le reconnaître. Étroit, effectivement, et qui vous permet aussi de prendre du recul. Exactement. Merci Éric Emeraud. Votre livre, La traque et mon métier, revu et augmenté, c'est chez Plomb. Voilà, un livre qui reste malheureusement d'actualité. On l'a bien compris. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux, qui revient cette fois-ci sur l'affaire qui ébranle les EHPAD. Une nouvelle affaire, action collective qui va être lancée contre l'organisme Corian. Moi, je vous dis à demain. Bonne émission à vous. Merci beaucoup.